L'Afrique, a dit le Ghanéen Kwame Nkrumah, est, je cite, un paradoxe qui illustre et met en évidence le néocolonialisme. Sa terre est riche, mais ses ressources superficielles et souterraines continuent à enrichir non pas les Africains en principal, mais les groupes et les individus qui œuvrent à l'appauvrissement de la population africaine. Fin de citation. Alors, bien entendu, pour sortir de cette situation et être véritablement indépendante, l'Afrique doit s'unir ou périr. Kwame Nkrumah, qui nous a quittés depuis le 27 avril 1972, l'avait martelé, la journée mondiale de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année, nous le rappelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info, un numéro tout entier consacré à notre continent, aujourd'hui en pleine mutation socio-politique et à la croisée des chemins face au terrorisme et aux extrémismes multiformes. Et pour évoquer cette problématique, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau pour vous sur ce plateau aujourd'hui Bruno Nogma Zidouemba. Il est secrétaire général de l'Association des ambassadeurs du Burkina à la retraite. Bonsoir, monsieur Zidouemba, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour m'avoir invité également. Vous êtes ministre plénipotentiaire de classe exceptionnelle. Vous avez assumé entre 2001 et 2011 les fonctions d'ambassadeur du Burkina en Éthiopie, mais également vous étiez le représentant permanent du Burkina auprès des Nations Unies, auprès de l'Union africaine, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et du Programme des Nations Unies pour l'habitat. Une fois de plus, merci d'être là. Merci. Également sur le plateau ce soir, Bassirou Sanogo, il est enseignant et consultant en communication. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, enseignant donc à l'Institut africain de formation et d'éducation cinématographique INAFEC, mais également directeur des études au Centre interafricain d'études en radio rurale de Ouagadougou-Siero. Vous avez également assumé, M. Sanogo, de 1983 à 1987, les fonctions d'ambassadeur du Burkina Faso en Algérie. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir et merci de suivre le 73e numéro de votre émission Périscope. La communauté internationale célèbre le 25 mai de chaque année la Journée mondiale de l'Afrique pour marquer la création, en 1963, de l'Organisation de l'Unité africaine. Une journée placée cette année sous le thème « Réfugiés, rapatriés et déplacés vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique ». Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la marche de notre continent en ces temps troublés où les extrémismes montent de toutes parts pour mettre à mal la quiétude et le vivre ensemble des populations? Nous en parlerons au cours de cette marche, de cette tranche télévisuelle, mais tout d'abord, quelle philosophie sous-tend donc l'instauration de cette journée mondiale de l'Afrique, Bruno Zidouemba? Le 25 mai 1963, l'Afrique indépendante d'alors, parce qu'en 1963, une bonne partie de l'Afrique était encore sous le joug colonial, l'Afrique indépendante donc s'est retrouvée à Addis Abeba autour de l'empereur Haïlé Sélassié pour célébrer son indépendance, pour célébrer sa libération du joug colonial et prendre des engagements pour développer le continent, pour continuer à lutter pour développer ou du moins libérer ce qui restait du continent et faire du continent un continent où la vie sera heureuse et où les populations vivront dans la paix et la tranquillité pour promouvoir leur développement. Donc c'est cette philosophie de base qui fait qu'aujourd'hui on célèbre le 25 mai de chaque année cette journée mondiale de l'Afrique. Alors, Bassirou Sanogo, on peut également se demander une journée mondiale de l'Afrique, pourquoi faire? Oui, mais cette journée mondiale s'appuie sur la journée de l'Afrique. Et il se trouve que cette journée de l'Afrique, donc qui est celle de la création de l'OUA, et qui a été précédée par des démarches unitaires, quand même. Il y avait ce groupe de Casablanca, qu'on estimait être des progressistes, et également le groupe de Monrovia, qu'on estimait être des modérés. Eh bien, par chance, par bonheur, il s'est trouvé que
Ces deux groupes, je ne dis pas qu'ils ont fusionné, mais ils ont perçu la nécessité de se rencontrer. Et ça, c'est un événement. À l'époque, j'étais au collège et je me rappelle que pendant 10 jours, le discours de presse, la radio, la télévision, s'est consacré à Addis Abeba. Et je me dis que ça a eu une audience, des répercussions internationales assez fortes parce qu'on venait de décoloniser. Le décolonisateur ne s'attendait pas, assez rapidement peut-être, que les Africains se réunissent de cette manière à Addis Abeba. C'était heureux de trouver Kwame Nkrumah, le panafricaniste, l'homme de gauche, et Houphouët-Boigny, le modéré, l'homme de l'Occident. L'homme de l'Occident. En un mot commençant, on peut donc dire que la journée du 25 mai vise à souligner la nécessité de renforcer l'unité et la solidarité des États africains. Pourtant, on en est loin aujourd'hui, presque 60 ans après, Bruno Zidane. Vous savez, 60 ans dans la vie d'une personne, c'est beaucoup. Mais 60 ans dans la vie d'une nation, d'un continent, ça s'exprime en millénaires. Et je crois que beaucoup de problèmes restent à régler, mais n'oublions pas que beaucoup aussi a été fait. L'Afrique est aujourd'hui totalement indépendante. Ça, c'est extrêmement important. Indépendante nominalement. Je ne dirais pas nominalement, elle est indépendante. C'est à nous et à chacun de nous de faire de son indépendance ce qu'il veut. De lui donner un contenu. Et de lui donner le contenu qu'il veut lui donner. Donc, maintenant, il y a des obstacles et tout le monde n'est pas content que l'Afrique soit indépendante. Parce que nous sommes dans le concert des nations où ce sont les intérêts qui priment. Ceux qui ont intérêt à ce que l'Afrique reste sous le joug néocolonial continueront à nous maintenir sous ce joug-là. Donc c'est à nous de nous en libérer et de faire de nos pays, de faire de nos peuples ce que nous voulons et de leur donner la trajectoire que nous voulons leur donner pour que notre pays et notre continent soient heureux. Nous devons affirmer notre indépendance par les actes. Ça fait des décennies qu'on en parle. Les démarches unitaires, continentales, qui se sont exprimées sous forme de vision fédérale. Ça existait en Afrique occidentale française, ça existait également du côté anglophone. Mais on n'a jamais pu. Chacun a préféré être une tête de rat plutôt qu'une queue de lion. Qu'une queue de lion. Et là, c'est dommage. Cette balkanisation qu'on a évitée avec, par exemple, la Fédération du Mali, qui n'a pas réussi, avec d'autres tentatives également, chacun est allé de son côté, de façon fragilisée, et davantage fragilisée aujourd'hui dans un contexte de mondialisation où les grands tapent plus fort. Les grands tapent plus fort. On a donc besoin aujourd'hui de réécouter Kwame Nkrumah. On ne peut d'ailleurs pas parler de cette journée sans évoquer cet homme. L'Afrique doit s'unir ou périr, avait-il dit. Mais aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore véritablement unie, mais elle n'a pas encore péri non plus, Bruno Zidane. Voilà, elle n'a pas péri. Je crois que vous direz peut-être que j'ai une vision trop optimiste des choses. Vous savez, les grandes œuvres commencent et se font difficilement. Rien n'est facile. D'ailleurs, quand les choses semblent faciles au départ, elles finissent par péricliter. Donc, continuons la lutte. Vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène nouveau. Les nouvelles techniques de communication ont libéré l'Afrique et l'Africain et l'ont rendu égal aux citoyens des autres continents. Ce qui est enseigné à Yale, ce qui est enseigné à Cambridge est sur Internet et est accessible pour tous nos enfants. Donc, il n'y a plus de complexe. Nous évoluons vers un monde où nous pourrons négocier d'égal à égal, où nous avons les mêmes connaissances et les mêmes arguments. Nous avons les mêmes connaissances et les mêmes arguments. Cette ouverture, ce mot globalisé, profite quelque peu à l'Afrique. Cependant, il faut quand même dire que nos dirigeants pourraient faire preuve de beaucoup plus d'engagement.
Pourquoi? Parce qu'il y a des choses assez simples qui peuvent être faites en commun et qui ne l'ont pas été. Là, cette responsabilité, ce n'est pas les grandes puissances. Ça revient également aux Africains eux-mêmes. Il faut tout simplement espérer qu'émerge une génération qui a essayé de prendre le pas des pères fondateurs panafricanistes et qui va agir dans le sens d'une unité des peuples à partir d'une jeunesse qui est au bout du jour, qui est mondialisée, qui a tout en main, comme à Tokyo, comme à Washington. Et si cette démarche, elle est perçue grâce à un engagement ferme et résolu des dirigeants, je pense qu'on peut être amené à des changements qualitatifs. Alors, diriez-vous très rapidement que l'Union africaine est irréaliste? Est-ce qu'elle est irréalisable? Parce que ça fait tellement de temps qu'on parle de cette unité, on est de plus en plus divisé, vous ne trouvez pas, Bruno Zidouamba? Non, l'Union africaine n'est pas irréalisable puisqu'elle est réalisée. Vous savez, c'est... Non, pas l'Union africaine, l'unité. Ah, l'unité africaine est-elle irréalisable? L'unité africaine un projet irréaliste? Est un processus. Et pour rendre ce processus réalité un jour, il faut beaucoup travailler. Il faut prendre en considération beaucoup d'éléments. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de cette Afrique qui a travaillé au départ pour son unité et qui s'est... Non, je crois qu'au départ, après les indépendances, chaque nation voulait d'abord affirmer son indépendance, sa souveraineté. Nous avons eu cette vague-là jusqu'aux années 80, où chacun a son armée, chacun a son université, etc. Mais à partir des années 80, nous avons compris que nous ne pouvons vaincre qu'ensemble. Et nous avons commencé ce qu'on a appelé les processus d'intégration à travers les communautés économiques régionales, la CEDEAO, la CEMAC, etc. Je pense que cette évolution va se poursuivre et petit à petit, nos différences pourraient s'estomper. Oui, mais Bruno Zidouamba, chacun a toujours son université, chacun a toujours son port, alors que dans certains pays, certaines études ont même montré que si certains pays qui sont petits se mettaient ensemble pour avoir un port commun, ça aiderait à ne pas éroder la côte. Oui. Donc ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, chacun est enfermé, comme a dit M. Sanogo tout à l'heure, pour être tête de rat plutôt que de lion. Moi, je voudrais donner l'exemple de Air Afrique. On peut la dire compagnie panafricaine. qu'à un moment donné, c'était une sorte de success story. C'est la mauvaise gestion qui l'a fait tomber. Mais qui aujourd'hui ne souhaite pas qu'il y ait une compagnie panafricaine? Même à un niveau de la formation, il y avait l'INAFEC ici, au Burkina Faso, qui devait rayonner d'une certaine manière, qui a produit de grands cinéastes et tout le reste, c'est fermé. La plupart des tentatives, en dehors des tentatives économiques, la plupart des tentatives sur un plan culturel, sur un plan aussi de développement, prenons le cas d'Air Afrique, eh bien, en quelques années, ça a échoué. Il faut faire le point et dire pourquoi ça a échoué. C'est pourquoi je pense que la démarche de zone de libre-échange, c'est bien ça, qui est une démarche qui est partie, je crois, de l'engagement de quelqu'un comme Kagame, qui est une bonne chose. Qui est peut-être aussi la résultante d'un certain nombre de processus absolument, qui sommeillaient depuis un certain temps. Dans ces conditions, à partir du moment où on l'a lancé, il faut renforcer pour en tirer les leçons d'expérience. C'est peut-être de cette manière, comme les Européens l'ont fait, hein, ils sont des dizaines aujourd'hui dans l'Union européenne, ils ont en face les États-Unis, ils tiennent mieux, j'allais dire, la concurrence avec les États-Unis. Cela peut se réaliser également en Afrique. Moi, je pense que c'est fondamentalement lié à la volonté politique des dirigeants
hein, qui doivent éduquer les enfants. Il faut éduquer les jeunes. les enfants, tout doit commencer et partir de l'éducation. Dites-vous bien, par exemple, que ce qui s'est passé en 63 s'est appuyé aussi sur des existants dès l'université. Je prends le cas, par exemple, de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, que Nkrumah finançait. Eh bien, ça a permis à une génération d'Africains du Dahomey, de la Haute-Volta, du Mali, de se connaître également. Enfin, il y a quand même, de façon résiduelle, une génération issue de cette école-là, panafricaine, panafricaniste, et qui était armée pour aller à l'unité africaine. Mais aujourd'hui, si on demande à nos enfants qui sont davantage éduqués, j'allais dire, c'est peut-être trop dire, par Internet que par d'autres connaissances endogènes, je pense que la tâche peut devenir plus difficile. Plus difficile. La tâche peut devenir plus difficile. Du reste, on avait même pensé, à une certaine époque, vous avez parlé de l'éducation, et Joseph Kizerbo nous dit bien que c'est le logiciel à promouvoir pour l'avenir. On avait même pensé spécialiser certaines universités dans certaines disciplines pour que de façon communautaire, on puisse partager et les moyens et les expériences, mais ça ne se fait pas, Bruno Zidamba. Vous me permettez de revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez semblé regretter que malgré l'élan unitaire du départ, nous enseignons avec chacun son université, chacun sa télévision, etc. Mais rien ne vous dit que demain, ces universités ne seront pas spécialisées. Comprenez aussi que la réalité est telle que, prenez même l'Afrique de l'Ouest, si nous étions restés aux universités de Dakar et d'Abidjan, la pression est telle, la pression au niveau de la population est telle qu'il fallait décentraliser. Mais décentraliser ne veut pas dire poursuivre des objectifs différents. Nous pouvons revenir, parce que nous avons déjà pris conscience du problème. Et qui dit, quand on prend conscience d'un problème, on l'a réglé à moitié. Nous sommes tous d'accord qu'il faut promouvoir des universités fédérales ou fédérées, qu'il faut se spécialiser dans des domaines donnés. Donc, pour moi, je crois que ce qui se passe, vous avez pris l'exemple d'Air Afrique. Nous regrettons tous Air Afrique. Peut-être que le fait de prendre conscience de ce que nous avons perdu avec Air Afrique nous amènera à créer une nouvelle Air Afrique, beaucoup mieux pensée, beaucoup mieux gérée, parce que ce qui a manqué, vous l'avez souligné, c'était la gestion. Si nous prenons en main notre gestion, n'oubliez pas que... la gestion du Zidamba au point que c'est un Français qui est devenu le PDG de cette compagnie panafricaine. Est-ce que dans ce cas-là, le panafricanisme a encore une signification? En tout cas, pour Kwame Nkrumah, que je cite, il est clair que nous devons trouver une solution africaine à nos problèmes, une solution africaine à nos problèmes, et que cela ne peut se faire, cela ne peut se trouver sans l'unité africaine. Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir l'une des plus grandes forces du bien dans le monde. Bien que la plupart des Africains sont pauvres, notre continent est potentiellement très riche. Fin de citation. Donc, il nous faut aller vers l'unité, forcément. Je pense que tout le monde en est conscient, mais on le célèbre plutôt dans le discours et pas suffisamment dans les actes. Il faut cependant reconnaître que au sein où nous en sommes, de mondialisation, de changement des rapports entre États, c'est beaucoup plus âpre, je vais dire même plus violent. Donc, l'effort qui nous sera demandé, il faudra peut-être le multiplier par 10. Hein. C'est évident. Parce que c'est un marché mondial qui se présente. Les autres sont préparés. Que ce soit du côté chinois, du côté américain, du côté européen. Nous, on ne l'est pas. Donc, il faut d'abord nous préparer. Je pense que ça va supposer, dans un premier temps, un sacrifice de la part des dirigeants africains. C'est-à-dire
qu'on accepte l'effort de travail, qu'on accepte un minimum de sacrifice dans le sens d'épargner pour investir, dans le sens d'éviter la facilité. Donc, un autre état d'esprit qui prenne en charge le développement en se situant dans l'axe de la mondialisation. La mondialisation, vous le dites si bien, c'est une journée mondiale de l'Afrique, il faut le souligner à nouveau. Il y a un an, à l'occasion de la célébration de cette journée, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a eu ces mots très encourageants, je cite, « En cette journée de l'Afrique, j'engage instamment toutes les nations à soutenir l'idée d'une Afrique pacifique et prospère. Ce qui est bon pour l'Afrique est bon pour le monde entier. » Fin de citation. Bruno Zigwamba. Ce qui est bon pour l'Afrique est bon pour le monde entier. Parfaitement, parce que qu'est-ce que le monde cherche si ce n'est que la paix et le développement? Évidemment, c'est deux choses qui manquent cruellement à l'Afrique aujourd'hui. Et en cela, on dirait même qu'en 1963, l'Afrique était plus pacifique. Je ne dirais pas plus développée, mais en tout cas, elle était plus pacifique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je pense que de ce côté, nous devons nous investir pour créer une Afrique paisible pour les populations paisibles afin qu'ils travaillent dans un cadre paisible pour promouvoir le développement. En tout cas, on n'a pas le sentiment tout de même que le monde l'entend de cette oreille, puisque le monde vient la plupart du temps profiter de cette Afrique plutôt que d'accompagner l'Afrique à faire véritablement ce qui est bon pour elle. Oui, ben, le monde est fait d'intérêt. Comment voulez-vous que les autres viennent nous développer? C'est à nous de nous développer et de négocier à égalité, à égal avec nos partenaires. Écoutez, si nous donnons notre sous-sol au partenaire, il le prend et il l'exploite à son profit. Nous avons parlé de la formation. Je crois qu'il faut que nous mettions un grand accent sur la formation, de manière que même dans les instances internationales, que nos délégations soient conduites par des gens avisés. Aujourd'hui, quand vous allez aux négociations internationales, vous avez l'impression que l'Afrique n'existe pas. Et pourtant, la plupart des questions discutées concernent notre continent. Donc, préparons cette génération dont a parlé Bassirou Sanogo, des jeunes éduqués, des jeunes au diapason des vrais problèmes du monde et des jeunes qui peuvent travailler pour l'avenir de l'Afrique. Alors, ce qui est bon pour l'Afrique est bon pour le monde entier. Mais ce qui est bon pour le monde n'est pas forcément bon pour l'Afrique. Bon, c'est-à-dire, je pense que ces propos du secrétaire général des Nations Unies sont réellement encourageants, mais enfin, ça met dans une situation, je vais dire, de facilité. Il vaut mieux vraiment aller au fond des choses, au-delà de la rhétorique. Il y a des réalités objectives en Afrique qu'il faut analyser pour parvenir à des solutions. Les réfugiés, les rapatriés, les déplacés, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur dans le continent. Peut-être dans les années 60, parce que la plupart des États étaient, disons, on a rassemblé des nationalités, de force parfois. C'est ça. Et quand il y avait des problèmes, tout de suite, le Togolais pouvait se retrouver au Ghana parce qu'une partie de son ethnie se trouve là-bas, etc. etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 50 ans d'indépendance, c'est 50 ans quand même de stabilité d'institutions dans un cadre national. Ça ne devrait pas. Si ces problèmes existent aujourd'hui, ça voudrait dire simplement que les dirigeants n'ont pas pris au sérieux ces problèmes-là, n'ont pas eu conscience justement qu'ils ne peuvent se régler que dans un cadre unitaire qui va demander à chacun d'accorder une part de souveraineté effective
comme par exemple certains pays dans la constitution malienne, je crois qu'il y a une partie de la constitution qui dit... Une sorte de délégation. Il faut en arriver là. Il ne faut pas que ce soit seulement le discours. Sinon, les peuples, dans leur réalité profonde, je pense qu'ils aspirent à l'unité. Mais les dirigeants, en général, ne traduisent pas cette préoccupation populaire. Oui. Les peuples aspirent à l'unité, il faudrait y travailler encore et toujours. En tout cas, cette année, la journée de l'Afrique est placée sous le thème « Réfugiés, rapatriés et déplacés vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique ». C'est un thème qui nous parle, Bruno Zidouamba. Parfaitement, je crois que le thème a été très bien choisi parce que une des plaies de l'Afrique aujourd'hui, c'est cette question des réfugiés déplacés, internes comme externes. Et en cela, sur les 65 millions à peu près de réfugiés dans le monde, l'Afrique à elle seule compte 28 millions. Ouais, le tiers à peu près. Le tiers à peu près. Et le phénomène des réfugiés est un phénomène pratiquement existant dans toutes les parties du continent. La partie la plus affectée étant l'Afrique de l'Est, des pays comme l'Ouganda, des pays comme l'Éthiopie, comme le Kenya, abritent des millions. L'Afrique de l'Ouest également, et surtout depuis récemment les problèmes de terrorisme. Le Nigeria compte près de 2 millions de déplacés. Et notre pays, le Burkina Faso, nous comptons près de 35 000 réfugiés venus du Mali qui sont dans des camps de réfugiés au nord de notre pays. Donc l'Afrique doit travailler pour amoindrir ce phénomène. Et cela peut se faire. Il faut, vous savez, le phénomène des réfugiés est régi par le HCR, mais aussi par chacun de nos pays. Et il faudra travailler de manière que le phénomène soit jugulé à la satisfaction de nos États, à la satisfaction aussi, et surtout des réfugiés. Vous savez que le rapatriement des réfugiés doit se faire dans le cadre du volontariat. Nous ne devons pas, et on a vu en Afrique certaines situations où des réfugiés ont été forcés de retourner chez eux alors que les conditions n'étaient pas remplies. Donc l'Afrique a une mission et il faudra que l'Afrique prenne ce problème à cœur. Il faut que l'Afrique prenne ce problème à cœur et comme on parle de chiffres, selon l'Observatoire mondial des situations de déplacement interne basé à Genève, l'Afrique, qui représente un peu plus de 16% de la population mondiale, compte en effet un tiers des populations déplacées, composée de 6,3 millions de réfugiés et demandeurs d'asile politique et 14,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du continent. Quelle solution on peut trouver, Bassirou Sanogo, pour ces déplacements forcés en Afrique, dus essentiellement à des conflits communautaires et aujourd'hui à ce phénomène terroriste? Le mal, pour le juguler, il faut le prendre à la racine. Pourquoi on est réfugié? Pourquoi on est rapatrié? Pourquoi on est déplacé? Et comme on ne peut pas régler la question à un niveau des États seulement, puisqu'on déborde les États. On déborde les États. Il y a lieu que de façon peut-être vigoureuse, l'Union africaine en fasse un plat de résistance, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement d'aller discuter là-dessus, de faire le constat. Comme le cas lors du récent sommet à Addis Abeba en février. Il s'agit de monter des mécanismes qui puissent solliciter la participation de chaque État. La participation, ça voudrait dire en termes humains, en termes matériels, en termes économiques, en termes aussi de textes à respecter. C'est de cette manière. Mais sinon, croire qu'il y a le HS, qui est une très bonne chose, croire que... Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, je ne vois pas une solution venant de l'extérieur. Je vois une solution en interne qui va être appuyée
par l'extérieur. Par l'extérieur. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Il faut des solutions endogènes. En tout cas, on l'a dit tout à l'heure, hein, selon le Premier ministre Christophe Dabiré, qu'il a indiqué le 16 mai lors de la présentation de la situation de la nation devant l'Assemblée nationale. On compte plus de 25 000 réfugiés, 5 000 demandeurs d'asile et au moins 150 000 déplacés internes au Burkina. Est-ce inquiétant, Bruno Zidona? C'est très inquiétant et surtout que c'est un phénomène relativement nouveau. Nous avons connu des réfugiés politiques dans notre pays. C'est le phénomène qu'on connaissait avant. Bon, mais ça s'est toujours bien géré. Mais là, nous avons affaire à des réfugiés, soit économiques, ou à des réfugiés qui fuient des phénomènes comme le terrorisme, ou des clashs intercommunautaires. Alors, on devient réfugié dans son propre pays. Oui, en fait, on devient une personne déplacée. Parce qu'un réfugié, c'est celui qui a traversé la frontière. Donc, nous avons ce phénomène. Bon, j'ai parlé des réfugiés maliens. Effectivement, ils sont là, mais nous avons nos propres déplacés. Oui, mais Bruno Zidouba, on a quand même des demandeurs d'asile, encore 5 000. Ça veut dire que malgré la situation, il y a des gens qui souhaitent tout de même venir se réfugier au Burkina Faso. Bien, c'est un phénomène. Bon, ça dénote que peut-être nous sommes encore en mesure de juguler le problème. S'il y en a qui trouvent que notre terre est encore assez paisible pour leur permettre de venir se réfugier chez nous, c'est tant mieux. Mais si nous ne prenons pas des mesures énergiques, je crois que ces 5 000 vont se réduire petit à petit. C'est un problème, je crois que tous les pays africains doivent se mettre ensemble. À l'Union africaine, quand même, on a créé le cadre. Il y a non seulement une convention africaine sur les réfugiés, il y a une commission sur les réfugiés qui s'occupe quotidiennement, qui rend visite, qui lance des appels, qui font des plaidoyers en faveur des réfugiés africains. Bon, évidemment, parce que le problème aujourd'hui est surtout un problème économique aussi. Il y a des pays qui appliquent des politiques beaucoup plus favorables aux réfugiés que d'autres. Si vous prenez le cas de l'Ouganda, qui reçoit des réfugiés de RDC, du Sud-Soudan, du Soudan, etc., l'Ouganda est donné comme exemple parce que l'Ouganda donne des terres aux réfugiés, non seulement pour qu'ils construisent leurs habitats, mais même pour faire de l'agriculture. Et ceux qui veulent y rester, peuvent y rester dans le cadre des conventions avec le Haut Commissariat des Nations Unies. Le rapatriement ne peut être que volontaire. Il faut peut-être aller vers ces solutions-là dans un certain nombre de pays. Il faut aller vers ces solutions. Bon, tous les pays n'ont pas les mêmes possibilités. Il y a des pays qui n'ont pas de terre arable à mettre à la disposition des réfugiés. Sans compter qu'en allant vers ce type de solution, on crée une situation de fait. Ben oui. Donc, on va créer des réfugiés par intérêt. Alors, mais je pense que la solution, c'est examiner le problème, le circonscrire dans un cadre sous-régional interpénétré. Quand je vois le cas du Niger, du Burkina et du Mali, il est évident que ces trois pays sont concernés par la problématique. Ont des rapports également sur le plan socio-culturel qui peuvent arranger et aider à regrouper ces réfugiés. D'accord au niveau de l'unité de l'Union africaine, mais s'arranger par groupe, par petits groupes sous-régionaux, concentriques, pour régler la question à partir de moyens endogènes qui seront appuyés par l'extérieur. Ça, cette possibilité, je pense que nous l'avons dans nos États. Nous l'avons et cela est appliqué. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, à Abuja, au sein de la CEDEAO, il y a une équipe qui ne s'occupe que des réfugiés. Bon,
les pays, ce qui n'empêche pas que des pays voisins comme ceux que vous avez cités peuvent constituer un sous-ensemble qui peut peut-être proposer des solutions qui mises ensemble, peuvent régler le problème de manière globale. Au plan continental, aujourd'hui, le bréviaire, c'est l'agenda 2063 de l'Union africaine, un agenda qui projette la vision du continent à l'aube du centenaire de la création de l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Cet agenda a dessiné un visage plutôt, je dirais, idyllique de l'Afrique. Je dis idyllique, mais peut-être que je me trompe, Bruno Zidouemba reviendra là-dessus. Essayons de visiter rapidement les 7 grandes réalisations que nous voulons tous pour l'Afrique et voyons où nous en sommes actuellement à 46 ans de cette échéance. Tout d'abord, le premier point qui est posé, c'est de réaliser une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Bruno Zidouemba. Oui, l'agenda 63 est forcément une projection idéaliste. Il n'est pas dit, c'est une prospective. Donc, il n'est pas dit que ce qui est écrit dedans sera réalisé en 2063, mais je crois que c'est pour créer la volonté de parvenir à ces objectifs. Vous avez cité le premier qui était... Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Ben, je crois que j'ose pouvoir dire que tout le monde travaille pour cet objectif. Donc, premier fondement, il nous faut travailler à avoir une Afrique prospère, oui. Croissance inclusive, développement durable. Toutes les politiques conduisent telles ou mènent telles vers cet objectif, Bassirou Samna. A priori, 43 ans, c'est beaucoup. Hein? Oui. C'est énorme. Où il est arrivé. C'est énorme. Beaucoup d'éléments peuvent intervenir et qui changent les données. Mais c'est assez généraliste. On peut y mettre beaucoup de choses. Mais ce qu'on peut dire de façon claire, c'est que ce premier point est mobilisateur. Il faut parvenir... Est-ce que vous sentez les acteurs, les populations, les gens se mobiliser autour de ça? Je pense qu'il n'y a pas encore une mobilisation. C'est-à-dire, il faut commencer à mobiliser, à sensibiliser, à former, à intégrer, pour rendre cela inclusif. Et quand on parle de développement durable, il y a la question de l'environnement. Exactement. Il faut que ce soit un réflexe à un niveau individuel et collectif. Et je pense que rien qu'à ce petit niveau-là, si effectivement des mesures sont prises pour solutionner, en fait des mesures vigoureuses, hein. Vous savez, nous avons tout récemment, même à notre propre niveau, cette question de la forêt de bois, c'est une problématique. C'est une problématique, en effet. C'est une problématique. C'est-à-dire, on ne doit pas voir ça en termes, oh, il n'y a que 16 hectares, il y en a jusqu'à 300. Non. Il faut voir en termes, dans 10 ans, dans 20 ans, comment des éléments peuvent contribuer à détruire l'environnement. Exactement. Qu'on ne maîtrise pas forcément pour l'instant. Donc, il vaut mieux ne pas commencer, parce que si on commence, on ne saura pas où s'arrêter. Ce qui va se passer. Et c'est ce qui manque souvent dans nos prises de décision. On n'est pas suffisamment prospectif, on n'a pas une vision large du futur. Deuxième point de cet agenda, un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine. L'intégration. On revient au panafricanisme oui, et à la renaissance. Panafricanisme et à l'intégration. Et l'intégration, parce que nous nous rendons compte qu'individuellement, nous ne pouvons parvenir à aucun résultat. D'où la tendance à l'intégration. Et l'intégration, c'est un peu donner de notre souveraineté et profiter aussi de la souveraineté des autres. C'est la complémentarité. Donc, cet objectif également, je dois dire une chose, vous savez, l'agenda 2063, oui, déjà. Il est de notre devoir à tous de travailler à le faire connaître d'abord, à le vulgariser.
parce qu'il n'est pas connu. C'est ce que nous essayons de faire. Oui, bon, nous essayons de le faire. À un autre niveau, c'est quand même, j'allais dire, technique et intellectuel. Voilà. Mais la grande masse des Africains, comment ils s'approprient les éléments majeurs de cet agenda. Comme ce point 3, je suis sûr qu'il va vous plaire. Une Afrique où bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de l'homme, justice et état de droit sont à l'ordre du jour. Alors moi, je pense que ce soit le premier élément, le second ou le troisième, je pense que les hommes ont une responsabilité. Je ne voudrais pas faire de la publicité ou de la propagande. Je suis enclin à croire que des hommes comme Thomas Sankara ou celui qui dit limiter Kagame, si ça se propage. Si on en a plusieurs comme ceux-là. Bon, et je pense que la jeunesse peut pousser à ce qu'il y en ait. Parce que pour pouvoir réaliser ces objectifs-là, il faut des hommes, des ressources humaines essentiellement, essentiellement politiques, il faut le souligner, qui s'engagent au prix d'un minimum de sacrifices en se disant, bon, mais c'est pour préparer l'avenir. Oui. Voilà. C'est pour préparer l'avenir, il faut des têtes fortes, hein, peut-être un peu folles aussi, pour embarquer les gens dans leurs rêves, parfois sans leur avis, comme le fait Patrice Talon, avec, mais qu'on décrit aussi hein, d'un certain point de vue. Quatrième point, une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité. À ce moment où on est en plein dans le terrorisme et les conflits communautaires, cela va sans dire. Oui, malheureusement, c'est un objectif. On a l'impression que c'est un objectif dont l'Afrique s'éloigne de plus en plus. Prenez le cas de l'Afrique de l'Ouest. Le phénomène Boko Haram date d'il y a au moins une dizaine d'années maintenant. Et on n'en voit pas le début de la fin. Le terrorisme a envahi le Sahel avec la chute de Muammar Kadhafi. L'Afrique est noyautée, l'Afrique de l'Ouest est noyautée. Et avant, c'était le Nord. Aujourd'hui, c'est toutes les frontières du Burkina qui sont concernées. Et depuis quelques mois, traverse même le sud du Burkina pour aller vers les pays voisins. Alors donc, c'est un problème sérieux et toute l'Afrique doit se mobiliser pour vaincre d'abord le terrorisme. Vous ne pouvez pas travailler pour le développement si vous n'avez pas la quiétude des esprits, si vous n'avez pas la paix sociale. Alors, que devrait faire l'Union africaine, justement, pour qu'on ait cette quiétude, cette paix, cette sécurité, pour accompagner les États afin que cet objectif soit atteint et qu'on puisse développer tout le reste? Bon, je pense que c'est à divers niveaux. Au niveau sécuritaire, je ne pense pas que, et je parle sous le contrôle de mon frère Zirwemba, qui a beaucoup été à l'OUA, je ne crois pas qu'on puisse, à partir de l'UA, mobiliser. Je pense que la mobilisation, là, il faut que ça prenne un caractère sous-régional et régional. Ou national. La mobilisation des ressources est beaucoup plus facile dans ce cas, mais compter d'abord sur soi-même avant de compter sur les autres, ça c'est sûr. Comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources, avait dit là, Mathieu Kérékou, si je sur prends l'initiative créatrice de large masse. Si je prends le cas du Burkina, bon, en fait c'est un peu l'axe Burkina, Niger, Mali. C'est à ce niveau qu'il y a le problème. Et je pense, enfin, il faut aussi associer les autres, hein, parce que les Béninois ne pouvaient pas prévoir qu'à la Pendjari. Voilà comment ça peut naître aussi. Donc, voir le problème en termes de prise en compte régionale, dégager les moyens nécessaires, mais que ce soit d'abord des moyens endogènes. Maintenant, si on pousse l'endogène au-delà des 3 pays pour aller au niveau de ce qui a tenu lieu d'Ecomog et autres, c'est possible. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse faire appel à l'aide extérieure.
De toute façon, s'il y a le terrorisme dans les pays africains, d'une manière ou d'une autre, ça va se répercuter aussi en Occident. Puisque le monde est global. Bien évident. De toute façon, on a besoin de régler toutes ces questions au plan régional pour que ça fasse ensuite consensus un peu partout. Je passe sur le 5e point, une Afrique dotée d'une forte identité, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'éthique partagée. Non, je voudrais, si vous le permettez, qu'on revienne sur le point précédent. La question de paix, là, c'est la question aussi d'autosuffisance alimentaire. Sans l'insécurité par les djihadistes, par les terroristes, cette problématique existait. Il faut pouvoir la régler. Le phénomène terroriste est venu l'aggraver. Parce que si vous n'avez pas de terre pour produire, parce que ces terres sont occupées par, admettons, l'insécurité, c'est assez difficile. Je vais dire, la paix, là, pas supposer que les gens mangent à leur faim, qu'ils aient la sécurité et qu'ils aient aussi l'accès à l'éducation. Je dirais que je voyais ça en termes de triptyque qu'il faut prendre en compte et qui vont, comme élément, s'interpénétrer. On passe également sur le 6e point, Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s'appuie sur le potentiel de ces populations, notamment celle des femmes et des jeunes, qui se soucient du bien-être des enfants. Pas parce que ce n'est pas important, c'est même très important, c'est par là qu'il faudrait commencer. Mais j'aimerais que vous réagissiez rapidement, Bruno Zidouemba, sur le dernier point, le 7e, qui nous propose une Afrique qui agit en tant qu'acteur et partenaire fort, uni et influente sur la scène mondiale. L'Afrique a tout pour être un grand acteur mondial. L'Afrique a le potentiel, les richesses minières. Vous savez, on dit que demain, peut-être que la prochaine guerre mondiale sera la guerre de l'eau. L'Afrique a de l'eau. Le Sahara abrite des nappes d'eau souterraines. L'Afrique a de l'eau si vous descendez vers l'équateur. Il est question de ravitailler les pays du Moyen-Orient à partir des eaux du Congo. Donc, au-delà des autres richesses, l'Afrique a tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est convoitée par tout le monde. Il se trouve que, par exemple, les matières premières stratégiques, l'Afrique se trouve dans une situation de monopole pratiquement pour ce qui est de l'uranium, pour ce qui est de beaucoup de terres rares qui rentrent aujourd'hui dans la fabrication de certaines technologies. Mais il manque à l'Afrique l'unité, la volonté de jouer son rôle comme acteur important sur la scène internationale. Et c'est cela qu'il faut faire en tout état des causes. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je reparle ou je relivre ici les propos du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui affirme à l'occasion de cette journée de 2019 que, je cite, l'énergie et l'optimisme sans bornes des jeunes Africains propulsent le continent dans une nouvelle ère de développement, durable par la mise en œuvre de l'agenda 2063, il y revient, l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui pour lui est un programme visionnaire conforme au programme de développement durable à l'horizon 2030. Alors pour vous, et très rapidement, cet agenda que nous avons essayé de décliner brièvement est donc un programme visionnaire, Bassirou Sanogo. Oui, c'est un programme visionnaire. Je disais tantôt que 43 ans, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, hein. Mais il faut le faire. Il faut être visionnaire pour pouvoir créer. Et les Africains que nous considérons comme étant des bâtisseurs, dans la plupart des cas, c'était des visionnaires. Ouais. On les traitait même de fous. Parce qu'ils voyaient loin. Parce que généralement, dans nos cultures, surtout africaines, je pense que la prospective ne va pas très loin. C'est peut-être la différence avec d'autres cultures.
sous ce rapport, je suis parfaitement en adéquation avec ce qui est projeté, mais il y a lieu de travailler à le faire connaître en le disséquant, en l'expliquant mieux, en l'approfondissant. Et là, en déclinant à travers... Ça peut être où? Ça peut être chez les intellectuels à l'université, ça peut être chez les élèves, mais ça peut être aussi chez les masses fondamentales. Les masses fondamentales. Alors, Bruno Zidouemba, c'est un programme majeur, vous confirmez? Absolument, un programme je pense. Visionnaire. C'est un programme visionnaire, mais réaliste. Il ne faut pas croire... Les gens ne font pas la promotion parce qu'ils disent, bon, ben, encore une fois, ce sont des idées. C'est de la littérature. Mais écoutez, tout part des idées. Et je crois que l'essentiel est dit dans l'agenda 2063. Et ceux qui l'ont conçu et l'ont pensé, peut-être sont de grands prospecteurs. Oui, mais ceux qui disent ça aussi n'ont pas tout à fait tort. On a vu le plan d'action de Lagos qui devait nous servir de bréviaire pour un certain nombre de choses dans la sous-région. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Fini? Oui, c'est fini. Bon, ben, écoutez, le plan d'action de Lagos survit quand même un peu à travers la CEDEAO. Ah oui, peut-être il y a eu... Les choses ont évolué. Dans le plan d'action de Lagos, si vous le compulsez, vous verrez que beaucoup de ce qui était dans ce plan-là reste actuel. Reste actuel. Et la CEDEAO essaie de mettre en œuvre une partie. Bon, ben, peut-être que d'autres organisations mettront en œuvre d'autres parties. En tout cas, on n'a plus beaucoup de temps, mais terminons rapidement cet état de lieu par une halte rapide sur la situation socio-politique de quelques pays du continent où souffle le vent de la liberté, de la démocratie et de mutations socio-politiques majeures. Je vais juste demander à Bruno Zidouemba rapidement de nous parler de ce qu'il pense de la situation actuelle en Algérie et au Soudan lorsque la rue fait basculer des régimes dits forts. Je crois que ce qui se passe en Algérie et au Soudan est une nouvelle étape des changements en Afrique. Au tout début, nous avons connu ce que j'appellerais des coups d'État primaires, des coups d'État militaires, où un matin, un général prend son clairon. Parfois même un capitaine. Ou un capitaine. Enfin, chez nous, on a eu des capitaines intelligents. Donc, on a eu cette phase. Ensuite, on a eu une autre phase de ceux qui, sous couvert de révolution populaire, en fait, n'ont fait que des coups d'État. Des coups d'État, oui. Et cette fois-ci, voilà que les peuples descendent dans la rue sans la violence et arrivent à imposer leur point de vue. Sans la violence, c'est important. C'est important. Oui. Paisible. Je crois que c'est une nouvelle étape. En Algérie, je pense que c'est fini. On a fixé des dates pour les élections. Au Soudan, Même on si évolue les vers Algériens là. ne sont pas d'accord avec, avec ce calendrier. Tout le monde, ben oui, non, pour le calendrier, c'est autre chose. Mais au moins, ils ont accepté que le changement est réalisé. Maintenant, il faut le stabiliser par des élections. Au Soudan, ça tend encore un peu. Mais je pense que le courant est pris. Je ne crois pas que le courant puisse être renversé. Donc, je pense que c'est quelque chose, un phénomène nouveau, un phénomène qui inspire à l'optimisme. Bon, le meilleur des changements, c'est les urnes. Et il faut s'y résoudre. Alors, on n'a plus le temps, alors je vais également demander à Bassirou Sanogo, lui, de nous parler du Bénin et du Togo, où on a assisté, donc, au Togo, par exemple, à une révision constitutionnelle et au Bénin, à des élections législatives jugées non inclusives. Bon, au Togo, je pense que tout le monde souhaite quand même un changement. 50 ans, nous ne sommes pas dans un cadre de dynastie. Et je pense également que ça n'aide pas le peuple togolais à avancer véritablement. Le changement est tout à fait naturel et rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur, dit le poète. Et c'est tout à fait légitime que le changement soit souhaité. Parce que si
on ne l'amène pas, un jour, on court à la catastrophe. Parce que quand ça va démarrer, on ne pourra plus l'arrêter. Dans le cas du Bénin, qui est quand même un exemple en matière de démocratie, qui a démarré un processus qui a couvert tout le continent, on a l'impression que ce qui se passe en ce moment est une sorte de grain de sable et c'est gênant. Ça gêne. Ça salit un peu, de mon point de vue, cette image que tout le monde a adoptée, a saluée, et ça donne l'impression qu'il y a comme un recul. De 30 années, et donc que malheureusement l'exemple est flétri. Mesdames, messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 73 qui recevait pour vous Bruno Nogma Zidouemba. Il est secrétaire général de l'Association des ambassadeurs du Burkina à la retraite. Merci beaucoup pour vos éclairages et pour votre constante disponibilité à venir sur notre plateau. Périscope aujourd'hui, c'était également l'affaire de Bassirou Sanogo, enseignant et consultant en communication. Merci d'avoir honoré le plateau de Périscope. C'est Clarisse Benao qui a assuré la réalisation de cette émission avec la complicité de toute l'équipe technique de Burkina Info. Toute l'équipe technique aujourd'hui menée par Aïda Sankara au son. Le prompteur et le synthé, c'était l'affaire de Herman Gilat. Diffusion Jonas Yameogo. Et le cadreur, c'est Ibrahim Soro. Mes invités et moi-même avons été maquillés par Madina Sanou. Merci également à vous toutes et à vous tous qui nous suivez de quelques points que ce soit en Afrique. Merci pour votre fidélité à cette émission. Et tous ensemble, prenons l'Afrique à cœur, gardons l'Afrique au cœur de nos actions et montrons à Joseph Kizerbo, qui repose désormais en paix, que nous construisons déjà pierre après pierre l'Afrique dont il rêvait depuis. Prenons notre part, chacun où qu'il se trouve, dans cette œuvre de construction commune et citoyenne. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope. Même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.